pour animer cette rencontre. Et un petit mot juste d'introduction pour un peu quand même contextualiser. C'est un moment singulier moi que je vis ce soir, parce qu'avant que Didier Héribon me rejoigne sur scène, je me permets juste de dire combien cet instant à titre personnel dépasse les contours d'un simple dialogue autour de quelques films. Il s'agit pour moi d'un retour à une pensée qui a bouleversé ma vie et dont je ne saurais dire si elle m'a davantage instruit ou sauvé. Et je pense que c'est plein de jeunes personnes dans la salle où ça doit être pareil pour eux. Lorsque j'ai découvert Réflexion sur la question gay, j'étais jeune, trop jeune pour avoir les mots, mais assez lucide pour percevoir quelque chose en moi qui s'écartait, qui vacillait et qui refusait de joindre les lignes de ce que l'on nomme la norme. Ce livre n'a pas été un simple texte, il fut une main tendue, une lampe allumée dans une pièce obscure. Et puis avec une morale du minoritaire, j'ai appris que la honte, qui semblait peser si lourdement sur mes épaules, pouvait devenir une énergie, que l'injure, loin d'être une marque indélébile, pouvait se retourner, être appropriée, et que dans cette appropriation résidait une forme d'orgueil. Didier Héribon nous a offert à travers son œuvre un prisme puissant pour interroger la manière dont les identités s'élaborent, non pas dans le retrait, mais dans la friction, dans l'affrontement au regard qui stigmatise, aux mots qui blessent, aux normes qui contraignent. Il nous a appris que l'identité minoritaire n'est jamais donnée, mais toujours forgée dans la blessure. Alors ce soir, à travers une sélection de 4 films qu'il a choisis et qui ont été présentés ces derniers jours au festival, il y a L'Innocence de Hirokazu Koreeda, de Filippo Menghetti, Great Freedom de Sébastien Meis et Le Cercle de Stéphane Haupt. Nous allons explorer comment le cinéma peut saisir les tensions entre l'individu et les structures de domination. Ces films ne sont pas seulement des récits, ce sont des paysages où se trame la honte, l'insulte et l'ostracisme, mais aussi des lieux où s'inventent des gestes de résistance, des énergies de réinvention. Dans L'Innocence, je présente un tout petit peu les films, comme ça sera fait, parce que je pense que tout le monde ne les a pas vus. Hirokazu Koreeda met en scène ce qu'Héribon désigne comme l'instant fatal, notamment ce moment où l'injure scelle un enfant dans une altérité irréversible. Koreeda capte la manière dont ce stigmate naissant est intériorisé, mais aussi comment le paria, par un détachement troublant, semble transcender cette violence quotidienne pour en tirer une forme d'élévation. Ensuite, il y a Deux de Filippo Menghetti qui nous plonge dans l'intimité clandestine de 2 femmes âgées, dont l'amour doit rester invisible sous la pression sociale. Le film révèle une dépossession qui ne se limite pas à l'espace matériel, mais s'étend à la sphère affective, la famille, jusqu'à l'effondrement brutal provoqué par la maladie, et donc le rejet familial. Ce récit résonne profondément avec les analyses de Didier sur la honte et l'effacement des trajectoires minoritaires. Ensuite, il y a Le Cercle de Stéphane Haupt, donc, qui retrace l'histoire de Der Kreis, une revue homophile suisse, et des communautés qu'elle a permis de construire. Il montre comment des identités marginalisées se sont affirmées par le collectif, en transformant l'exclusion en force politique et la honte en dignité. Et pour finir, Great Freedom de Sébastien Meis, désolé pour les prononciations à chaque fois, hein. Voilà. Qui explore l'impact du paragraphe 175 qui criminalisait les relations entre hommes en Allemagne. En suivant le personnage Hans Hoffmann, emprisonné pour sa sexualité, le film illustre comment la répression institutionnelle tente de figer les identités dans l'infamie, tout en laissant émerger des formes de résistance intime. Avec Didier Héribon, nous interrogerons ces récits sur la manière dont la marginalisation produit des stratégies de réinvention et comment le cinéma donne à voir cette tension entre l'oppression et la réappropriation à la lumière de son œuvre. Alors ce soir, je vais aussi poser une question plus personnelle. Que pouvons-nous faire de cette pensée qui, pour moi, a changé la manière dont je me regarde et je regarde le monde? Et comment pouvons-nous prolonger cette morale du minoritaire dans nos vies, dans nos créations et dans nos résistances? C'est une discussion que j'attendais avec impatience et pour laquelle je vous invite à être vous aussi des témoins actifs. Alors merci Didier Ribon pour ses livres, pour ses idées et surtout pour la joie, les amitiés, l'amour et la liberté infinie qu'il a permis dans nos vies. Alors pour voilà, tout de suite commencer sur les films. Ces 4 films que vous avez choisis pour le festival interrogent chacun à leur manière les tensions entre l'individu et les structures de domination. Alors je voulais juste vous demander pourquoi ces œuvres en particulier et qu'est-ce qu'elles ont à dire sur les identités minoritaires et sur les luttes qui les traversent. Normalement c'était déjà... Voilà. Ça va, oui. Merci pour ce gentil mot d'accueil et merci pour l'accueil plus généralement. Et en fait, quand Sadia m'a demandé de participer au festival Augenblick en choisissant 4 films, évidemment 4 films sur une... C'est forcément un choix, une sélection. D'autres films auraient pu figurer, mais 4, c'est 4. Et
j'ai choisi des films assez récents. Je ne voulais pas faire, j'aurais pu, mais des films assez récents et qui se répondaient, comment dire, dont les thèmes se croisaient, s'entrecroisaient. Et en fait, alors comme je disais à Sadia, les 4 films que j'ai choisis sont 4 films par 4 réalisateurs masculin. J'ai bien conscience de ça. C'est pas mon genre d'oublier les femmes quand je présente quelque chose en général, ni dans mes livres. Mais de fait, elles ne sont pas oubliées parce que le film de Filippo Maghetti 2 est un film qui porte sur 2 femmes et c'est un magnifique film sur l'amour entre femmes, et notamment sur l'amour entre 2 femmes âgées. Et ça, c'est une chose assez importante parce que comment dire, l'amour en général, mais l'amour gay ou l'amour lesbien sont souvent présentés pour que ça passe bien entre des personnes belles, jeunes. Et là, dans 2, c'est 2 personnes âgées, dont une d'ailleurs fait un AVC, qui est le point... il se passe quelque chose au moment de l'AVC, justement. Et j'ai trouvé que enfin, dans ces 4 films, on retrouve la violence sociale, une sorte de répression sociale du désir minoritaire, du désir qui n'entre pas dans les normes, dans la normalité, mais aussi une force d'affirmation de soi. Et que ça soit dans le film de Koreeda, où c'est deux enfants, de jeunes garçons, dans le film Great Freedom, dans Le Cercle, qui porte précisément sur une organisation, enfin un cercle politique qui se constitue pour défendre les droits des minorités, notamment des minorités sexuelles, et dans 2, où on voit comment 2 femmes confrontées à l'ostracisme, dont l'amour est confrontés à l'ostracisme de leur famille, notamment de la fille de l'une des 2 femmes, qui veut censurer cet amour, comment elles réussissent malgré tout à affirmer ce qu'elles sont et finalement à dire qu'elles s'aiment, qu'elles sont un couple, qu'elles ne veulent pas être séparées et que c'est pas à la fille de l'une d'elles de décider pour pour sa mère, en l'occurrence, et pour le couple que sa mère constitue avec une autre femme. C'est assez intéressant d'ailleurs, parce qu'on voit bien que la famille, c'est pas seulement les parents qui répriment les enfants anormaux, les enfants queer, mais ça peut être aussi des enfants qui essaient d'empêcher leurs parents, quand ils deviennent âgés, de vivre leurs amours comme ils et elles l'entendent. Et donc, tous ces thèmes-là qui font, à mes yeux, le lien entre les 4 films et qui sont les raisons pour lesquelles j'ai choisi ces films, parce que ce sont des thèmes qui sont, je crois, au centre de l'existence de beaucoup de gens et comment dire, le cinéma les met en scène avec des modalités extrêmement différentes entre Koreeda et Maghetti. C'est pas du tout le même cinéma, mais ces modalités nous permettent de voir différents aspects des thèmes que je viens d'évoquer. Alors avant, on va regarder plein d'extraits ce soir des films, enfin un extrait par film. Mais avant ça, je voulais vous poser une question, parce que dans La morale du minoritaire, vous citez Patrick Chamoiseau qui parle de quelque chose que je trouve très beau, c'est la Sentimenthèque, qui est un espace imaginaire où chacun dépose les œuvres qui l'ont aidé à échapper aux oppressions, à décoloniser leurs esprits et surtout à se construire. Alors, je voulais vous questionner sur votre rapport généralement au cinéma et si il y a des films comme ça que vous avez déposés dans votre Sentimenthèque, les premiers films que vous avez déposés.
Patrick Chamoiseau, quand il parle de la sentimenthèque, que je cite dans mon livre Retour à Reims, sentimenthèque dit il y a des livres qui nous font signe. Et comme ça, on sait que ces livres vont nous dire quelque chose, vont compter pour nous, avant même de les avoir lus, des livres qui nous attirent, nous appellent parce qu'on en entend parler, ou parce que les livres sont précédés d'une réputation. Et donc des livres qui nous font signe. Mais évidemment, ça vaut aussi pour le cinéma. Alors moi, ma sentimenthèque, elle est très large, comme pour la littérature ou la théorie. Ma sentimenthèque cinématographique, elle est très large. Ma cinéma sentimenthèque, si je puis dire, si je devais évoquer tous les films qui Surtout en tant que jeune homosexuel, peut-être le premier... Le premier film... parce qu'évidemment, j'allais voir les films de Godard quand j'étais adolescent, post-adolescent. J'allais voir les films de à 16 ans, j'allais voir les films de Godard dans une salle d'arrêt-essai à Reims. Je voyais les films de Truffaut, les films de Rohmer, le Buñuel, le nouveau cinéma Glaubert Rocha, le nouveau cinéma brésilien, Jerry Menzel, le nouveau cinéma tchèque. Mais je dirais que le premier film, puisque c'est le thème de ce soir, le premier film à thématique gay qui m'a profondément marqué, c'est le film de Richard Fleischmann qui s'appelle Scène de chasse en Bavière, qui est l'adaptation d'une pièce d'un un auteur de théâtre allemand qui s'appelle Martin Asper. La pièce est superbe et le film, quand j'avais vu ça, j'étais vraiment très très jeune. Où toute la scène finale, c'est tout le village qui part à la chasse, à la traque du personnage gay et pour le lyncher. Je dois dire que ce film m'avait... je crois que vous le trouvez sur des plateformes, je ne sais plus. Je ne vais pas faire publicité pour telle ou telle plateforme, mais comme c'est des plateformes indépendantes, Cinétech ou Université, je ne sais plus, vous pouvez y aller. Du moment que c'est indépendant, vous pouvez soutenir. Et ce film m'avait traumatisé, je dois dire. Quand vous êtes un jeune gay, et que d'un seul coup, vous vous sentez... il y a une sorte d'effet de destin qui s'abat sur vous. Ma vie, ça va être ça. Bien sûr, il n'y a pas tout un village qui va me pourchasser dans la forêt, mais l'équivalent de ça serait, je serais insulté dans la rue, je serais agressé, je serais ostracisé. Comment dire, les gens diront des choses détestables sur moi quand je ne serai pas là, ou même parfois quand je serai là. Et donc, ce film m'avait traumatisé. Ces scènes de chasse en Bavière, alors le cinéma a montré d'autres choses depuis, évidemment, qui ont été plus joyeuses que ce film-là, et avec des fins plus, moins douloureuses et moins tragiques. Donc, évidemment, aucun titre de film joyeux ne me vient, mais vous les avez en tête. Bah si, le film de Koreeda, L'Innocence, qui s'appelle L'Innocence. Je ne sais pas si c'est si joyeux d'ailleurs. Ça s'appelle L'Innocence en français. Alors quand le titre original, qui est original, en tout cas c'est comme ça qu'il avait été présenté à Cannes, ça s'appelait Monsters peut-être au pluriel. Et on voit bien ici comment je suis allé le voir en salle à Paris. Et je crois que j'étais avec Geoffroy. On avait été frappés parce que le panneau, comme ça, à l'entrée de la salle, c'était un film sur l'innocence de l'enfance. Je me dis, c'est pas du tout un film sur ça. C'est un film sur deux enfants qui s'aiment et qui sont affrontés à l'impossibilité de s'aimer. Et je me suis dit, quand même, c'est pas possible que les gens qui distribuent un film en France comme celui-ci
essaie, pour attirer le public, sans doute, de masquer le thème du film, qui est un thème très important. C'est un très, 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 très grand film. C'est un film, vraiment un des plus beaux films que j'ai vus de ces dernières années. C'est un chef-d'œuvre du point de vue cinématographique. Koreeda est un très, très grand cinéaste, mais je dois dire que la beauté de ce film-là tient aussi au fait que c'est un film plein d'émotions, il y a une beauté du film, des sentiments entre ces enfants, des interactions avec les parents de l'un, la mère de l'autre, avec l'école, les professeurs. C'est vraiment un très, 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 très beau film, cinématographiquement parlant, pour les cinéphiles, mais aussi pour tout le monde, un film d'une puissance d'émotion qui a peu d'équivalent. Moi, je vous propose de regarder un premier extrait de L'Innocence. お掃除お掃除ガクまだねえまだやないとあ麦野も麦野も早く早くドッキリだからさドッキリやってやってやっちゃってくださいもうどうぞやっちゃってもうどんどんやっちゃってくださいどうぞどうぞやっちゃってやっちゃってもっともっともっとやっちゃってくださいもっともっといいか手伝うよありがとうリアクションうっすあ星川くんさ黒田さんのほくろって黒豆みたいだよねはここにあるよねぁ星川君黒さ豆じゃんこれ持ってく黒豆って言って黒豆じゃんなんで黒田さんの黒豆って言ってよ思ってないから言えないよ。なんで女子の味方すんのお前女子宇宙女子私の唇もう気持ちよはいキース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 キ
Alors avant de rentrer vraiment sur les thématiques avec lesquelles on peut faire de lien sur la morale du minoritaire, justement je voulais parler de cette sortie du film où effectivement la promotion du distributeur a évité de mentionner l'homosexualité. Pour moi c'était vraiment quelque chose de volontaire de la part du distributeur et ça arrive souvent sur ce genre de film pour toucher des publics plus larges selon eux et faire plus d'audience. Alors je me demandais ce que vous en pensiez justement, pourquoi selon vous le distributeur avait cherché à effacer le sens profond et surtout premier du film. Je ne sais pas, mais Ça raconte. quand j'ai vu ça, ça m'avait révolté. Je me suis dit que quand un réalisateur veut faire quelque chose et le fait, et pas n'importe quel réalisateur veut faire quelque chose et le fait avec cet talent, avec tout ce talent et cette réussite, c'est quand même étrange de la part des distributeurs d'effacer tout son projet comme si ce qu'il avait voulu faire, on n'avait pas à en tenir compte quand on est celui ou ceux qui distribuent le film. Donc ça m'avait un peu indigné. Et surtout quand on voit cette scène, on voit bien que la question du harcèlement à l'école, du harcèlement homophobe, alors pas seulement homophobe, ça peut être le harcèlement raciste, le harcèlement, la petite fille trop grosse, le petit garçon ceci ou cela, trop maigre. Il y a toujours quelque chose qui ne convient pas, mais en l'occurrence, le harcèlement homophobe est quelque chose de comment dire, nous savons tous que ça existe. Un jeune gay un petit peu efféminé ou un jeune garçon un petit peu efféminé subira le harcèlement au point qu'on a vu des exemples au cours des années récentes, mais jusqu'à ce que des pré-ados ou des ados se suicident
ne supportant plus la violence et la permanence de ce harcèlement dont on a l'impression qu'on n'en sortira jamais, justement, cet effet de destin. Et donc, puisque c'est le thème du film, le centre du film, et il en montre tous les aspects, qu'est-ce que c'est qu'un jeune gay, il y a une sorte comme ça d'exil des enfances gays, queer, des enfances lesbiennes, une sorte d'exil où on doit se mettre à l'écart, se réfugier, se protéger de la brutalité du monde social alentour et notamment de la classe dans laquelle on est scolarisé. Je trouve que c'est ça qui aurait dû être mis en avant et je trouve que malgré tout le film résiste à cette tentative d'effacement de sa thématique par les distributeurs. Le film résiste et avec toute sa force d'affirmation, comme je disais tout à l'heure. Parce que c'est quand même vraiment surprenant de passer de monstre à innocence comme titre de film. Moi aussi, j'avais été très surpris. J'aimerais parler de l'instant fatal dans l'innocence, parce qu'on assiste donc dans le film à ce que vous appelez l'instant fatal, ce moment où l'insulte impose une identité à un enfant et le scelle dans une altérité irréversible. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la façon dont cet instant, que Koreeda filme avec une délicatesse que je trouve assez extraordinaire, configure la relation entre le sujet et le monde qui le stigmatise ? Alors j'ai un peu des scrupules parce que pour ceux qui n'ont pas vu le film, comment dire, c'est un film qui a une construction absolument virtuose et il est en 3 parties et on ne comprend que dans la dernière partie de quoi il est vraiment question. C'est l'histoire vue de 3 points de vue, le point de vue de la mère, le point de vue de l'enseignant et le point de vue des enfants. Et puisqu'on en parle, je vais spoiler quand même. Il y a des gens qui n'ont pas vu le film dans le... non, personne, voilà. On continue. Donc, il arrive un moment où, notamment dans la dernière partie, on comprend que ces 2 enfants s'aiment. Alors évidemment, je sais que des gens reprochaient au film de sexualiser des enfants. Bon, enfin, je ne suis pas un grand freudien, comme chacun sait, mais malgré tout, nous vivons dans un monde post-freudien où Freud a écrit il y a plus d'un siècle, beaucoup plus d'un siècle, et l'idée qu'il n'y ait pas de désir, de sexualité, entre guillemets, des enfants, parce qu'ils ne couchent pas ensemble, mais ils s'aiment. C'est l'amour entre 2 enfants, et cette tendresse... il y a une théoricienne américaine qui est morte maintenant, mais qui a fait un très beau livre qui s'appelle en anglais Epistemology of the Closet, F. Kozowski-Sedgwick. Elle parle dans un de ses textes, elle parle de l'exil babylonien des enfances queer et des enfances gays. Comment les enfants gays sont... donc elle parle des enfances gays. Il y a des enfants gays. Ça ne veut pas dire que toute personne qui est gay a su à 8 ans ou 10 ans ou 12 ans qu'elle était gay ou lesbienne. Ça ne veut pas dire que toute personne qui a 10 ans est amoureuse de quelqu'un du même sexe deviendra gay ou lesbienne. Ça veut dire qu'il y a des enfants gays qui aiment, qui sont comme ça attachés profondément à quelqu'un du même sexe. Là, 2 petits garçons. Et ces 2 petits garçons en but à une hostilité, un ostracisme avec la mère. Ça, c'est très beau, parce que le père de l'un des 2 garçons a compris, il veut mettre un terme à ça. Et quand le 2e petit garçon vient le voir, il dit « il ne veut plus te voir ». Il m'a dit qu'il ne voulait plus te voir. Et l'autre petit garçon ouvre la porte en disant « j'ai menti, je t'aime ». Et cette scène est absolument superbe. Et ça, c'est le père de... Les hommes sont souvent moins ouverts et compréhensifs. Et la mère de l'autre petit garçon, au contraire, elle comprend qu'elle n'a pas compris. Et comprenant qu'elle n'a rien compris à ce qui se passait et à la relation de son fils avec l'autre petit garçon,
elle éprouve une sorte de remords, de sentiment de culpabilité. Elle essaie de réparer sa bêtise. Et donc, on a les deux attitudes, là, l'attitude du père de l'un, l'attitude de la mère de l'autre. Et comment dire, tout ça, c'est très beau parce qu'on voit bien que les enfances déviantes, si je puis dire, de petits garçons qui s'aiment, ou ça aurait pu être de petites filles, ont à s'inventer contre une mère qui ne comprend pas, ou un père qui a compris mais ne veut s'y opposer. Et il y a cette beauté de ces deux petits garçons qui s'aiment, et ils ont cette espèce de wagon de train abandonné dans la forêt, enseveli sous les branches, les feuilles, etc., avec une sorte de côté magique à la japonais, magique japonais à la Miyazaki. Et toutes ces scènes dans le wagon avec la pluie qui tombe. Et il y a ici une beauté d'invention de soi-même et d'affirmation de soi-même. Et comment dire, l'intimité entre ces deux garçons qui... c'est de l'affection, de la tendresse, de l'amour. Je ne sais pas quel mot employer. Évidemment, un doit avoir 12 ans, l'autre 11, ou je ne sais pas exactement quel âge. Mais il n'y a pas de sexualité. Mais la tendresse, l'affection, l'amour entre deux personnes, c'est aussi des relations comment dire, très importantes. Et il n'y a pas besoin de sexualité pour... j'ai rien contre la sexualité, hein, mais il n'y a pas besoin de sexualité pour s'aimer. Je ne sais pas, par exemple, si dans le film 2, les deux femmes qui sont dans le film ont une sexualité, ont encore une sexualité, on ne le sait pas, mais elles s'aiment. Donc, on ne peut pas identifier simplement l'amour à la sexualité ou la sexualité à l'amour. Nous savons tous que entre les deux, il peut y avoir une distance. Et donc, dans ces deux films, on voit des possibilités de petits garçons ou de vieilles dames qui ont des relations d'affection, de tendresse, de complicité, le rapport entre les deux femmes est aussi émouvant que le rapport entre les deux petits garçons. On voit comment, dans la vie quotidienne, ou dans les épreuves, sont des liens très, très, très puissants qui permettent à deux personnes, en l'occurrence deux, parce que dans ces films c'est deux, mais ça pourrait être trois. Hein. Geoffroy de la Gannerie a écrit un livre qui s'appelle Trois, sur l'amitié. Donc là c'est deux, mais ça pourrait être trois. Je dis trois, ça pourrait être quatre, parce que je veux pas non plus être normatif et limiter les possibilités. Mais on voit bien ici à quel point la tendresse et l'affection réussissent à s'affirmer en dépit, malgré et contre l'ostracisme dont les relations en question sont les victimes. Après, je m'étais noté qu'effectivement, donc, il y a ces scènes du wagon où ils vivent une amitié ou un amour assez pur, voilà, une vraie intimité. Mais par contre, ils ont deux manières très différentes de réagir à l'insulte, au harcèlement, aux humiliations. Le plus petit, lui, je trouve qu'il est dans un détachement qui est presque héroïque, je notais. Là où l'autre réagit violemment, d'ailleurs, c'est ce qu'on voyait. Et c'est là où j'aimerais parler d'orgueil, de cette notion dans vos livres, parce qu'il est une transfiguration de la honte, et j'aimerais vous faire parler de ça. Est-ce que ce détachement, ce serait pas déjà une forme d'orgueil dans le film, ce petit garçon qui en fait s'en fout de ce harcèlement, ou qui fait un pas en arrière, ou en tout cas une manière de fuir l'insulte pour se protéger? En fait, mon livre, dont le titre est Une morale du minoritaire, qui est un livre qui est sorti en 2001, je crois, le sous-titre, c'est Variations sur un thème de Jean Genet. Et j'essaie de construire une analyse de toutes ces questions à partir de textes de
je suis pas un spécialiste de Genet, mais à partir de textes de Genet, ses romans, ses essais, son théâtre. Et on voit bien comment dire, dans le livre de Genet qui s'appelle Journal du voleur, il décrit une procession de travestis à Barcelone en 1933 qu'il appelle les Carolines. Alors, est-ce qu'elle s'appelait elle-même comme ça, un nom un peu comme ça, ironique, que des groupes de travestis, prostituées se donnaient à elles-mêmes, les Carolines, Carolinas, j'imagine, enfin je ne sais pas. En tout cas, celles que l'une d'entre elles appelle les Carolines partirent en procession, et il dit, elles bravaient la honte, les colibets, et leur honte devenait une guirlande de lumière au-dessus de leur tête et se transformait. Et les Carolines étaient les filles de la honte. Et ce qu'elles sont, les filles de la honte, c'est-à-dire qu'elles s'affirment comme les personnages voués à la honte, mais qui défilent. C'est un peu pré-Gay Pride, si je puis dire, qui défilent comme ça sur les Ramblas de Barcelone pour affirmer ce qu'elles sont. Et tout ce thème de la honte qui se transforme en orgueil est un thème qu'on trouve beaucoup dans la littérature gay et lesbienne d'ailleurs. C'est les thèmes qu'on trouve ou la littérature des minorités raciales. Vous trouvez ça chez James Baldwin, comment il surmonte l'insulte raciste pour affirmer ce qu'il est. Black is beautiful, le slogan des mouvements noirs américains dans les années 60. C'est comment transformer ce que le sociologue américain Erving Goffman, dans son livre Stigmate, appelle l'inversion du stigmate. Comment transformer le stigmate qui vous assigne à la honte, à l'infériorité, comment vous l'appropriez. Vous ne pouvez pas l'éliminer. Vous ne pouvez pas faire comme si l'insulte n'existait pas, comme si l'ostracisme social n'existait pas. Ce que vous pouvez faire, c'est vous approprier. Oui, je suis ce que l'insulte dit que je suis, et j'en suis fier, et je suis heureux, et c'est ma vie, etc. Et donc, il y a une beauté de tous ces textes qui transfigurent l'ostracisme, le stigmate et la honte pour en faire des valeurs positives. Je suis ce que l'injure me dit que je suis, et voilà, et je défile dans la rue pour affirmer ce que je suis. Alors, dans les films que nous avons vus, dont nous parlons, c'est pas des gens qui défilent, mais c'est des gens qui affirment ça dans leur vie, et ce processus politique, si on peut dire, que je viens de décrire, se retrouve dans la vie de nombreux individus, d'autant plus... ce qui est d'autant plus possible qu'il y a un mouvement politique qui soutient à l'existence, un mouvement collectif qui soutient à l'existence les possibilités pour chaque individu de se revendiquer tel qu'il est ou telle qu'elle est. À propos de l'insulte, on va passer à un extrait de 2, justement. C'est exactement ça. Bonjour, Monsieur Brémond. Bonjour. Alors, comme ça, tu ne vends plus l'appartement? Monsieur Brémond vient de me dire que tu n'étais plus intéressé. C'est ce que vous a dit, non? Qu'elle n'est plus intéressée. Oui, mais... T'as rien dit à tes enfants, non? T'as pas osé? C'est ça? Mais c'est mon fils, c'est Frédéric. Ne me prends pas pour une conne. Mais si j'ai essayé de lui dire... Et... Combien de fois tu m'as sorti cette excuse? Combien de fois tu m'as sorti cette excuse? Je te dis que j'ai essayé de... Arrête! Arrête! Nina. Nina. Monsieur Brémond, ça vous pose un problème, les vieilles gouines? Pardon? Les gouines, les gougnottes. Les lesbiennes, ça vous pose un problème? Enfin, non. Tu vois?
Mado? Tu vois, Mado? Tout le monde s'en fout. C'est pathétique. Je trouve cette scène magnifique pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on se rend compte que c'est pas si facile pour l'autre d'entendre ça. Ce pas-là, il est difficile à franchir et surtout c'est la dernière scène avant que Madeleine fasse un AVC. C'est comme ça que leur relation orale va se terminer. Plus jamais elles ne pourront vraiment discuter, donc c'est assez terrible. Oui, ce qui est très intéressant, c'est que tu as dit, tu vois, tout le monde s'en fout. Ce qui veut dire que tout le monde s'en fout pas, puisque la scène précédente montre qu'il y a des gens qui s'en foutent pas et qu'elle est obligée de l'affirmer. Ça vous pose un problème, les gouines, les gougnottes. Et l'autre dit, non, ça ne me pose aucun problème. Ce qui veut dire que ça lui pose un problème et que je parlais du livre d'Ev Kozowski-Sedgwick, Epistemology of the Closet. Il y a une très belle idée que j'avais reprise dans mon livre, en m'inspirant d'elle et en la citant, bien sûr, d'Ev Sedgwick, sur l'affirmation de soi, la sortie du placard, s'affirmer en tant que tel. Et elle dit qu'en fait, ce n'est pas un geste qu'on fait un jour, comme ça. Il faut quand on est enseignant, il faut le refaire, si on veut, il faut le refaire chaque année devant une nouvelle classe. Pour chacun, il faut le refaire devant un nouveau médecin, quand on veut acheter ou louer un appartement. C'est un geste qui n'est jamais accompli. Définitivement, il faut toujours recommencer devant des nouveaux publics, devant des nouvelles personnes, etc. Et là, on le voit bien, la question de l'appartement pose à nouveau la question du couple. Et on voit bien que l'une des deux, que pour les deux, c'est difficile de s'assumer comme un couple qui veut s'installer ensemble dans un appartement. Et ça, tout gay, toute lesbienne a vécu des expériences comme ça. Moi, ça m'est arrivé, c'est une anecdote, mais ça m'est arrivé à l'époque où j'achetais les journaux. Maintenant, je ne les achète plus, parce que j'en ai marre de lire les journaux. Et donc, je les boycotte. Mais à l'époque, les journaux étaient encore des versions au papier. On ne pouvait pas butiner en ligne comme ça, sans s'abonner, les titres et les premières lignes. J'étais allé acheter des journaux chez la petite marchande de journaux à côté de moi. Un garçon entre, assez efféminé, achète des journaux. Et la marchande de journaux me dit « Oh, je ne l'aime pas celui-là, c'est un PD. » Et que croyez-vous que j'ai fait ? Je n'ai rien dit. J'ai dit « Oh, il est peut-être gentil quand même. » Et je suis sorti tétanisé. Je me suis dit, si je lui dis quelque chose, ça veut dire « Oh, mais je disais pas ça pour vous. » Parce que c'est toujours comme ça. Mais on se retrouve toujours ramené au silence, au secret, au placard dont on croit être sorti. Et, enfin, non seulement dont on croit être sorti, dont on est sorti. Je peux être publiquement gay. Je dois rentrer dans le placard devant ma marchande de journaux ou devant un nouveau médecin, un nouveau spécialiste que je dois consulter, etc. Et ça, ce sont des réalités. Et je trouve cette scène est assez magnifique dans son côté emblématique. Les actrices sont incroyables. Barbara Suková et l'autre actrice sont vraiment dont j'ai oublié le nom, pardonnez-moi. Dominique. Martine Chevalier. Martine Chevalier, c'est ça. Et oui, et elles sont toutes les deux magnifiques et font passer la complexité même dans un couple. L'une veut s'affirmer et l'autre est gênée par cette affirmation, et comme si c'est de l'exhibitionnisme, parce qu'on doit se taire.
Mais quand on ne se tait pas, on est toujours ramené à l'accusation. Pourquoi cet exhibitionnisme bon, voilà, c'est la question de la contradiction, de la tension interne. Gays et lesbiennes, sont des personnalités, des personnes qui vivent avec une tension interne permanente. Parce que vous trouvez ça pour un noir américain comme James Baldwin, il décrit cette tension que celui qui est victime de l'insulte, avec laquelle celui qui est victime de l'insulte doit vivre. Alors évidemment, le noir, il ne peut pas cacher qu'il est noir, tandis que les deux lesbiennes peuvent cacher qu'elles sont deux lesbiennes. Et donc la question de l'affirmation et de l'énonciation de ce qu'on est n'est pas tout à fait identique, mais la question de la tension interne, de comment on réagit à l'ostracisme et à l'insulte, comment on s'affirme, il y a quand même quelque chose d'assez proche dans les différentes modalités de l'infériorisation et de la discrimination. Alors oui, elles ont la possibilité de le cacher jusqu'au moment où elle perd son autonomie, parce que donc elle fait un AVC. Et justement, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que ce film fait le lien entre la morale des minoritaires, mais aussi avec votre livre Vie, vieillesse et mort d'une femme du peuple, sur l'idée de dépossession. Et je voulais justement vous interroger là-dessus, sur la façon dont vous voyez cette dépossession affective dans le film, et ce qu'elle dit sur les normes sociales qui conditionnent nos vies, justement, notamment par rapport à la famille, on en parlait un peu tout à l'heure. C'est assez étonnant parce que l'une des deux femmes, si vous avez vu le film, l'une des deux femmes amoureuses a un AVC et se retrouve dans à l'hôpital et sa fille veut empêcher l'autre de venir la voir, veut l'empêcher d'entrer, parce qu'elles habitent, elles habitent pas ensemble, mais elles habitent dans le même étage d'un immeuble, chacune d'un appartement sur le palier, veut l'empêcher d'entrer dans l'appartement qui était, elle vivait à deux dans les deux appartements, elle vivait sur cet étage avec deux appartements, et la fille veut s'opposer à cette relation jusqu'à ce que celle qui est victime d'un AVC s'échappe et la fille comprend que elle ne pourra pas s'y opposer, que sa mère aime une femme et que c'est comme ça, que ça lui plaise ou non. Et ça, c'est amusant. Amusant n'est pas le mot, c'est assez frappant parce que dans mon dernier livre, Vie, vieillesse et mort d'une femme du peuple, je raconte comment ma mère, après la mort de mon père, est tombée éperdument amoureuse de quelqu'un d'un homme qui habitait le même village qu'elle. Elle avait plus de 80 ans. Elle était, je ne sais plus comment ils s'étaient rencontrés. Je crois qu'il l'avait aidé à mettre ses courses dans son coffre au supermarché. Et un jour, elle me dit, toi qui es philosophe, tu dois savoir ça. Tu crois qu'on peut être amoureuse, on peut être amoureux à mon âge? Or, je dis, bon, on peut être amoureux à n'importe quel âge, il n'y a pas d'âge pour être amoureux. Pourquoi tu me poses la question? Oh, comme ça. Je lui dis, comment ça, comme ça, tu es amoureuse? Elle me dit, oh, tu es amoureuse? Oui. Alors je lui dis, de qui? Elle commence à me parler de cet homme. Et elle me dit, mais surtout, n'en parle pas à tes frères, parce qu'ils seraient furieux. Comme m'a dit Geoffroy, en fait, elle demandait à son fils gay, sachant que le fils... Elle me dit, qu'est-ce que tu crois que je dois faire? Je lui dis, tu fais ce que tu veux, ne me demande pas mon avis sur ce que tu dois faire. Et si tu es heureuse, c'est l'essentiel. Elle m'avait dit, oui, je suis heureuse. Elle m'a dit, mais n'en parle pas à tes frères. J'en parle pas évidemment à mes frères avec qui je ne communique pas, je communiquais pas. J'allais pas leur dire, vous savez, maman est amoureuse. Mais Geoffroy, mon compagnon, avait dit, elle demande à son fils gay, sachant que le fils gay va lui dire, fais ce que tu veux, c'est ta vie, si tu es heureuse, c'est parfait. Mais elle n'a pas pu s'empêcher d'en parler à mes trois frères, qui tous les trois étaient absolument furieux.
mais on envoyait des messages, maman est devenue folle, papa est mort depuis seulement 3 ans. Je dis, bah, elle a 80 ans. Elle a 80 ans, elle n'a pas tellement le temps d'attendre. Et il est plus jeune qu'elle. Je dis, bah, comme elle a 80 ans, il vaut mieux qu'il soit plus jeune que plus vieux. Et je finis par leur dire, mais foutez-lui la paix, qu'est-ce que ça peut vous faire? Et il voulait absolument, est-ce qu'on peut faire confiance à cet homme? Je dis, bah, vous n'avez pas à lui faire confiance, c'est elle qui est amoureuse de lui, elle ne vous demande rien, elle lui fait confiance, et puis ce n'est pas une question de confiance, c'est une question d'amour. Et vous savez, il y a une très belle nouvelle de Brecht, puisque on est dans un festival germanophone, bien que ce film ne soit pas germanophone. Il y a une très belle nouvelle de Brecht qui s'appelle La vieille dame indigne, où c'est exactement ce qui se passe. Une femme, son mari meurt, et après la mort, une femme qui a toujours été une esclave domestique, quand son mari meurt, elle commence à fréquenter la taverne du village où elle habite, et à fréquenter le tavernier aussi, et ses enfants sont indignés. En disant il faut qu'elle consulte un médecin parce que c'est pas possible, jusqu'à ce que l'un des enfants, alors je ne sais pas si c'était un gay parce que Brecht ne donne pas de renseignements là-dessus, jusqu'à ce qu'un des enfants dise mais elle est heureuse, laissez-la tranquille. Et je me disais mais ma mère a 82 ou 83 ans. C'est les dernières années de sa vie. Elle a été malheureuse. Elle a vécu, comme je le raconte dans mon livre, pendant 55 ans. C'est bizarre le mariage. Hein. Elle a vécu pendant 55 ans avec un homme qu'elle détestait. Elle l'a aimé quelques mois, 1 an, et puis très très vite elle l'a détesté. N'a jamais a voulu divorcer, n'a jamais réussi à divorcer, parce que comme elle m'a dit, tu sais, à l'époque, pour les femmes, c'était pas comme maintenant, etc. Comment j'aurais fait avec 2 enfants, mon frère aîné et moi. Et donc elle a vécu pendant 55 ans avec un homme qu'elle détestait, dormant même dans le... C'est aussi étrange que ça puisse pas, dormant même dans le même lit que cet homme qu'elle détestait pendant 55 ans. Et quand il est mort, ça a été pour elle comme une sorte de libération, enfin seule, enfin libre, et elle pouvait voir qui elle voulait, des amis, des voisines, sans que mon père fasse des scènes, et elle est tombée amoureuse, et je ne comprenais pas la réaction de mes frères. J'étais dégoûté par leur conservatisme moral, leur côté réactionnaire, et il y a quand même, c'est vrai, un tabou de la sexualité des personnes âgées. Alors encore une fois, quand je dis sexualité, j'ignore quelle était la nature des relations qu'entretenait ma mère avec cet homme. Elle m'avait dit « Oh, il a eu un problème cardiaque, alors on peut juste se faire des câlins ». Donc, je sais que ça n'allait pas plus loin que des câlins, mais je ne sais pas jusqu'à quel point allaient les câlins, ça ne me regarde pas. L'affection, comme je disais pour les 2 enfants, l'affection et l'amour est quelque chose de très important. Et ça semblait insupportable pour mes frères. Je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous, je ne sais pas s'il l'a présenté à Strasbourg, le metteur en scène de théâtre Mohamed El Khatib, qui a présenté à Avignon l'année dernière, il l'a présenté à Paris au mois de septembre, et dans plusieurs villes, mais je ne sais pas, vous ne l'avez pas vu ici, ça s'appelle La vie secrète des vieux. Et c'est sur la sexualité des personnes âgées. Ce sont sur scène des acteurs non professionnels, ce sont des personnes âgées qui racontent leur vie sexuelle, leurs désirs, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qu'ils ou elles auraient aimé. Mais au sein de cette pièce, il y a un moment filmé, qui est un petit documentaire comme ça, sur une histoire vraie, d'une femme dans une maison de retraite qui est tombée amoureuse d'un homme de la même maison de retraite et se donnait rendez-vous tous les jours dans le jardin, tous les soirs, comme ça, à la fin de la journée, se donnaient rendez-vous et s'aimaient à leur manière en étant ensemble. Mais les enfants
de ces personnes-là, on demandait aux autorités de l'institution, pas hospitalière, mais de la maison de retraite, de les empêcher de se voir. Et la femme s'est suicidée. Et donc, on se dit, mais la bêtise que peuvent, comment dire, l'incompréhension. Et là, il s'agit même pas c'était pas deux lesbiennes, c'était pas deux gays, c'était un homme et une femme. Et cette femme était en maison de retraite, assez malade visiblement, et l'homme aussi. On se dit, mais il leur reste 1 an ou 2 à vivre. Pourquoi les emmerder si ce qui leur fait plaisir, c'est de se retrouver 1 heure tous les soirs sur un banc dans le jardin de la maison de retraite. Et ici, le tabou de la sexualité, ou même simplement de l'amour entre personnes âgées qui ne sont pas les deux protagonistes d'un couple légitime, antérieur, marié depuis 50 ans, ça, c'est comme me disaient mes frères, papa est mort depuis seulement 3 ans. Et, si ça avait été une relation amoureuse avec mon père, ça les aurait pas gênés qu'ils continuaient. Mais si c'est une relation amoureuse qui commence à plus de 80 ans, ça semble quelque chose d'inadmissible, d'insupportable. Alors là, dans le film 2, c'est 2 femmes qui visiblement s'aiment depuis très 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 longtemps, sont un couple depuis longtemps, mais un couple qui ne s'est pas déclaré comme tel jusqu'à justement l'accident cérébral de l'une d'entre elles. Alors maintenant, j'aimerais aborder l'homosexualité face aux autres homosexuels, l'idée du collectif, et on va passer un extrait du Cercle. Salut zusammen. Ma princesse. Salut, Rebi. Hi Rolf. Hoi. Schau, das ist ein neues Theaterstück für den Sommerball. Es hat auch ein paar Lieder drin. Nächste Woche fangen wir an zu proben. Toll. Und sagst am Emil einen Gruß, gell? Gern, ja. Der Emil hat mich mit dem Rolf bekannt gemacht, weil er gewusst hat, dass der Rolf Frauendarsteller sucht, die auch singen können. Dann ist er auf mich gekommen. The time for love is any time at all. Ich bin aber erst 18 gsi und man hätte erst mit 20 dürfen in den Kreis. Aber ich hatte das Privileg gehabt und bin ein bisschen früher dazugekommen. Es freut uns, Sie als neues Mitglied begrüßen. Mitgliederausweise haben jedes Jahr eine andere Farbe gehabt. Und es war nie der Name drauf, nur eine Nummer. Die Hefte sind in absolut neutralem Umschlag verschickt worden. Hat einzelne Leute gehabt, die sind sogar ins Kreislokal gekommen, um dort ihr Heft in einer geschützten Umgebung zu lesen. Zu selber Zeit hat es etwa 2000 Abonnenten gehabt. 700 im Ausland. Und jedes Heft ist von etwa 4 Personen gelesen worden, ganz im Versteckten. Chiffon. Herbstfest. Bevor die Hefte in Druck gekommen sind, hat die Zensur
die durchgeschaut. Und das war die Zeitpolizei, die immer vor das in Druck kam, geschaut hat, ja, und so okay gegeben hat. Darum sind das so brave Häftlinge immer. Wenn es sich um Statuen gehandelt hat oder Kunstdarstellungen, das ist ein Vollakt möglich gewesen, auch von vorne, aber nicht in Fotografie. Dann manchmal ist es retuschiert worden, man hat so Höschen drüber gemalt. Oder dann hat man einfach Bilder genommen von hinten oder von der Seite oder irgendwie so. Morgen. Morgen. Guten Tag. Also ich war am Samstag im Schauspielhaus und besuchte eine alte Dame. Das ist verrückt gut. Herr Roschentag, kommen Sie wieder schnell. Also, Ihr Schulinspektor kommt jetzt auf Schulbesuch. Unangemeldet. Sie kennen das Prozedere? Ja. Bericht schreiben, Leumund einholen und dann von der Schule pflegen. Und wenn es dort nicht Aussätze gibt, dann sind Sie ein gewählter Lehrer. Einverstanden? Klar, je früher, desto besser. Aber das mit dem Gummi haben Sie aufgegeben, haben Sie? Meine Schülerinnen wollen unbedingt weiterlesen. Ja, verlosen Sie jetzt. Das würde ich mir überlegen. Alors, je trouvais ça important de mettre toutes ces séquences pour qu'on comprenne un peu bien les enjeux. Je trouve ça très beau, son sourire quand il reçoit enfin sa carte membre, ce professeur un peu timide. Alors, je vais lire mes questions pour dire les bons mots. Donc, dans ce film, on revient sur l'histoire de cette revue homophile suisse qui, entre les années 40 et 60, a offert un espace unique de rencontre et de reconnaissance pour les hommes homosexuels en Europe. Ce qui est beau, c'est que le film montre comment faire face à l'ostracisme et à l'injure, et comment la communauté s'est constituée en transformant la stigmatisation en force collective. Alors je voulais vous demander comment est-ce que vous comprenez ce lien entre rejet, reconnaissance et construction d'un espace commun, et est-ce que cela illustre, selon vous, l'idée que l'exclusion, en produisant une identité partagée, peut paradoxalement permettre de faire communauté? C'est difficile. De toute évidence, oui, parce que c'est pas qu'elle peut faire, c'est que pour un certain nombre de gens, il n'y a pas d'autre choix possible. Une partie du film se passe dans un cabaret, enfin, et ce sont des gens qui finissent par créer c'est un lieu de rencontre, les cafés, les bars, avant les organisations politiques, associatives, les lieux de rencontre et de communauté, pour reprendre votre terme, c'était les cafés, les bars, et ici on voit bien comment par nécessité, puisque si on est quelqu'un qui est porteur d'une identité sexuelle stigmatisée, ostracisée, on est forcément voué au malheur, sauf si, à la honte, au malheur, au secret, sauf si on peut rencontrer d'autres personnes comme soi-même, avec lesquels on entretient des liens d'amitié, de complicité ou d'activités artistiques, politiques, associatives. Et là, il y a la création d'un cercle, Der Kreis, c'est le titre du film, et d'une revue qui est une revue d'expression importante de gens qui réfléchissent. En fait, j'ai jamais lu cette revue, hein, je le confesse, mais j'imagine que c'était des articles littéraires, de réflexion, enfin historiques, parce que dans les revues gays de ces années-là, il y avait toujours l'Antiquité. C'est toujours la référence à l'Antiquité, bien sûr, ou à la Renaissance, pour se donner une légitimité et sortir de l'image
images honteuses, on évoquait toujours les moments de gloire de l'homosexualité, la Grèce antique, la Renaissance, etc. Et je dis ça en souriant, mais je ne me moque pas. Hein. On se donne des images positives de soi-même comme on peut, suivant les périodes dans lesquelles on est plongé, et où il faut trouver des ressources historiques, littéraires, cinématographiques. Il est vrai que chaque jeune gay, chaque jeune lesbienne a trouvé dans la littérature, dans le cinéma, à un moment ou à un autre de son itinéraire, c'est de plus en plus fréquent, mais à l'époque, la possibilité d'avoir une image de soi-même, de se reconnaître soi-même dans une image donnée par la littérature ou par le cinéma. Ce qui fait que des films, des livres ou des films ont été très, 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 très importants pour les gens qui vivaient ces identités stigmatisées, qui n'avaient pas d'image d'eux-mêmes et d'elles-mêmes dans le discours dominant, dans l'art dominant, et qui trouvaient dans des revues, dans des films, dans des romans. C'est pour ça que les romans de Genet, par exemple, ont été si importants, ou les livres de Violette Leduc. Là, je parle pour les années plutôt 50-60. Là, c'est un petit peu... Le cercle a été fondé, je crois, juste après la guerre. Et donc, c'était un peu antérieur. Et comment dire, aujourd'hui, on dispose de plus d'images au cinéma, comme les 4 films que j'ai proposés à la diffusion dans ce festival le démontrent suffisamment. Et comme je dis, j'aurais pu en choisir beaucoup d'autres, parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup d'autres, mais il y a eu des périodes de l'histoire où les représentations de l'homosexualité soit n'existaient pas, soit c'était toujours des représentations, ça se finissait toujours en drame. Le personnage homosexuel était toujours voué à souffrir, à la mort. C'est Soudain l'été dernier de Mankiewicz, ou comment s'appelle ce film d'Hitchcock avec la femme qui met le feu à toute la maison. C'est un peu... Non. Il y a le feu. C'est toi le produit Hitchcock. Peu importe. C'est un des plus célèbres. La servante de la maison qui met le feu parce qu'elle est amoureuse de peu importe. En tout cas, les personnages gays et lesbiens étaient toujours voués dans le cinéma. Il y avait des images de personnages gays et lesbiens, mais toujours voués au malheur et à la mort en général. Et le fait qu'il y ait des personnages aujourd'hui, gays et lesbiens, qui ne soient pas voués au malheur et à la mort, mais qui puissent, au contraire, avoir... non pas que ce sont des histoires édifiantes où il n'y a aucun problème, bien sûr, il y a toujours des problèmes, mais ça, c'est la vie. Mais où il y a des comment dire, des personnages qui ne sont pas nécessairement détruits par l'image qu'on donne d'eux. Ça, c'est très important. Et le cinéma a cette fonction-là aussi, de donner une représentation d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes à des tas de gens qui, auparavant, en étaient privés. Ou si vous habitez... Quand on habite dans les grandes villes, c'est différent, mais si vous habitez dans un petit village ou dans certains pays où
heureusement que vous avez Internet et les plateformes où vous pouvez regarder des films, parce que sinon, vous n'avez, c'est des pays où vous n'avez pas d'image de l'homosexualité dans la vie, à la télévision. Et donc, le cinéma a une fonction, je ne veux pas réduire le cinéma à une fonction politique, hein, bien sûr. L'invention formelle, l'iconographie, la photographie, le scénario, tout ça sont des choses très très importantes, bien sûr. Et je le disais tout à l'heure pour le film de Koreeda, c'est un film sur l'amour entre deux garçons. Mais c'est aussi un très grand film. C'est pas son intérêt n'est pas seulement qu'il montre une belle histoire d'amour entre deux jeunes garçons, c'est aussi qu'il est un très 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 grand film. Donc avec une inventivité formelle, une virtuosité cinématographique assez impressionnante. Donc les films que j'ai choisis ont aussi, alors peut-être moins Der Kreis et Great Freedom, qui sont des très beaux films, qui sont très importants, mais si on parle en termes de cinématographie, le film de Koreeda est le plus impressionnant. Après, moi, Great Freedom, c'est un de mes films préférés, je trouve. Mais sur l'idée de faire communauté, justement, ce que je trouve assez étonnant. J'ai pas répondu sur la communauté. Surtout qu'après elles, qui sont en 2024. On parlait tout à l'heure de la sentimenthèque, les livres qui vous font signe. Or, quand des livres vous font signe ou des films vous font signe, ces films font signe à d'autres en même temps et se crée une communauté de lecteurs qui peuvent d'ailleurs ne pas savoir qu'ils forment une communauté de lecteurs jusqu'à une communauté objective de lecteurs ou de spectateurs à qui des films ou des livres font signe et dans lesquels on se reconnaît, on s'identifie, on est ému, et vous vous apercevez qu'il y a parce que vous êtes dans une salle, vous apercevez qu'il y a une collectivité de personnes à qui tel film fait signe. Moi, je vous propose un deuxième extrait du Cercle, justement, en collectif. Schön, dich da zu sehen. Wie findest du? Es ist unglaublich. So, ihr zwei Süße. Ausgelesen. Gerne. Jetzt soll niemand verdurstet. Dankeschön. Prost. Zum Wohl. Kommst du mit? Wie heißt ich eigentlich? Ernst? Ist das dein Clubname? Jesus? Nein? Schon gut. Ich kann erkennen. Kasse verstecken. Darf ich vorstellen? Jean-Martin, John, Ernst. Enchanté, Monsieur. Bild ihr nicht nie, gell? Frischfleisch wie du zieht immer. Sali. Du musst nicht anhören, die schnurren immer so und so. Stimmt, wir sind die abgeheite Schwestern von Felix. Fallen im Weibchen. Furchtbar primitiv. Kannst ja mit euch nur noch Opsi gehen. Bombenstimmung, hä? Wir haben noch nie so viele Leute gehabt. Ah, auch da. Heute kannst du endlich einmal so sein, wie die Natur erschaffen hat. Grüß es. Und? Wie hat ihn ja hier dann erschaffen, hä? Aber nicht so plump wie dich. Oh la la. Bist aber nicht über den eifersüchtig, Felix, ne? Röstli. Liebe Freunde, dear friends, mesdames et mes autres dames.
Seit dem Krieg ist um unseren Kreis ein Netz von Freundschaft entstanden. Alle mit demselben großen gemeinsamen Traum, unsere Freundschaft in Liebe und Freiheit zu leben. Seither haben sich nach unserem Vorbild zahlreiche Schwesterorganisationen in Frankreich, Deutschland, Skandinavien, ja und sogar in Amerika, in Los Angeles gebildet. Der Rolf war eine internationale Persönlichkeit vom Kreis. Rolf and his Kreis und his Circle. Er war wirklich ein idealer Mensch. Er war der integreste Mensch, den ich je in meinem Leben getroffen habe. Er hat mit etwa 21 angefangen, Schauspielunterricht zu nehmen. Und hat Erfolg gehabt. Auf jeden Fall ist er als ausgebildeter Schauspieler auf Deutschland und ist mit dem berühmten Paragraph 175 konfrontiert gewesen. In Deutschland ist Homosexualität ja strafbar gewesen. Im 1933 ist er, sobald die Wahl von Hitler als Reichskanzler bekannt geworden ist, sofort abgereist in die Schweiz. Und im 1934 ist das Cornichon aufgegangen, Cabaret Cornichon, und er war von Anfang an dabei gewesen. Für mich war der Rolf ein fabelhafter Regisseur. Er konnte gut einem so einfühlend das beibringen. Ich habe so viel gelernt von ihm. Als Mensch war er immer sehr zuvorkommend, freundlich, korrekt gewesen. Also ganz eine tolle Persönlichkeit. Im 1957, wo der Kreis 25. Jubiläum gefeiert hat, da sind 800 Personen gekommen, aus ganz Europa und sogar aus Amerika hineingeflogen. Das sind damals die einzigen schwulen Grossanlässe, die es gegeben hat, weltweit. Sprechen die Männer von Treue, lächle ich nur vor mich hin. Liebe ist ewig das Neue, Treue macht gar keinen Sinn. Heute schon ist mir entschwunden, was ich noch gestern besaß. Liebe macht selige Stunden, Treue macht gar keinen Spaß. C'est assez fascinant justement de voir comment la politique se constituait comme une affirmation collective politique. C'est la possibilité de dire nous. Nous, le mouvement. Au début du IIe siècle, Simone de Beauvoir dit les femmes ne disent pas nous. Les ouvriers disent nous, il y a un mouvement ouvrier. Les Noirs aux États-Unis disent nous, il y a un mouvement noir américain. Mais les femmes ne disent pas nous. Elles ne s'affirment pas comme le sujet collectif de leur propre discours, elles restent les objets du discours des hommes. Alors c'est un livre de 49, évidemment les choses, comme vous savez, ont changé depuis, et bien changé, tant mieux. Mais la question qu'elle pose, pourquoi telle catégorie ne dit pas nous, est la question politique tout à fait fondamentale. La politique, c'est pouvoir dire, s'affirmer collectivement
pour défendre ce qu'on est, nous les ouvriers, la classe ouvrière, nous les Noirs, nous les femmes, nous les homosexuels, nous, etc. Tout mouvement, dans son autobiographie La Bâtarde, Violette Leduc se pose la question, parce qu'elle a honte d'être une bâtarde, elle souffre d'avoir été une bâtarde toute sa vie, et elle dit, mais pourquoi est-ce que les bâtards ne s'entraident-ils pas? Pourquoi est-ce qu'on ne crée pas des agences matrimoniales pour bâtards? Pourquoi est-ce qu'on ne crée pas... pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des boulangeries pour bâtards? Parce que comme ça, quand j'entendrai quelqu'un demander un bâtard dans une boulangerie, je ne deviendrai pas toute rouge parce que tout le monde serait bâtard dans la boulangerie. Et vous savez ce que c'est un bâtard? C'est un pain, une baguette oblongue, un peu large. Et donc la question... Alors évidemment... Le mouvement des bâtards ne s'est jamais créé, pour une raison simple, c'est que la catégorie de l'enfant illégitime opposé à l'enfant légitime a disparu, en grande partie d'ailleurs grâce au mouvement féministe. Donc il n'y a pas besoin d'un mouvement des... Enfin, c'est pas à moi de dire s'il y a besoin ou pas, mais il y a moins besoin que quand Violette Leduc écrivait d'un mouvement des bâtards. Mais des mouvements peuvent apparaître où des gens ont envie de se constituer, ou ont besoin de se constituer comme un collectif qui dit nous. Et ça passe par des références culturelles partagées ou exhumées. On retrouve des romans, on retrouve des textes, etc. Des espaces de sociabilité, notamment de divertissement, les bars, les cafés, les bals, etc. Des formes associatives, des revues. Dire nous, c'est la possibilité de dire nous, c'est la possibilité de se constituer comme une force d'affirmation collective, évidemment, parce que la force d'affirmation collective est nécessaire pour transformer le monde social autour de nous. C'est une question d'ailleurs que je pose à la fin de mon dernier livre, parce que la question du nous est une question sur les personnes âgées qui ont perdu leur autonomie, comme c'était le cas de ma mère, et qui était dans la maison de retraite, et elle ne pouvait plus sortir de sa chambre. Elle me laissait des messages, protestait contre la situation qui était la sienne dans la maison de retraite, pas assez de personnel, on ne s'occupait pas d'elle, etc. Et je me suis posé la question, c'était un peu le point de départ de mon livre, c'est il y a des gens qui ne peuvent pas dire nous. Ma mère ne peut pas organiser une association, puisqu'elle est dans sa chambre de la maison de retraite, elle ne peut pas organiser une pétition, elle ne peut pas créer un journal der Kreis des personnes âgées de la maison de retraite, elle peut encore moins descendre dans la rue, encore moins organiser un bal associatif. Et donc, il y a des gens qui ne peuvent pas dire nous. Et tout la démarche de mon livre qui est, dans ce cas-là, il incombe aux intellectuels, aux artistes, de se constituer comme les porte-paroles de ceux et celles qui ne peuvent pas dire nous. Et c'était le projet de Simone de Beauvoir dans son autre grand livre, dans son autre grand essai, qui s'appelle La vieillesse, où elle dit « je vais faire entendre la voix de ces parias », c'est-à-dire qu'elle se constituait comme la porte-parole de personnes qui ne pouvaient pas parler, et qui est une question très importante. Et là, on voit... parce que ce sont des personnes qui ont perdu leur autonomie physique. Et là, on voit comment des gens qui, jusqu'à un moment donné, ne pouvaient pas parler, prennent la parole. Alors, les personnes âgées dans une maison de retraite ne peuvent pas prendre la parole à un moment. Il n'y a pas un moment où vous dites, bon, on en a marre, on s'organise. Tandis que là, on voit dans ce film qu'il y a des gens, parce qu'ils sont valides, bien portants, qui ont le courage de s'organiser et de prendre la parole collectivement et de dire nous, à travers toutes les formes que je viens d'évoquer, espace de sociabilité, références culturelles, organisation associative, revues, etc. Et donc, la grande question, c'est, et on voit très bien ça dans ce film der Kreis, la grande question, c'est comment s'affirmer collectivement. Et bon, là, c'est sur les homosexuels, mais on peut transposer sur toute catégorie
Aujourd'hui, des mouvements s'affirment. Les transgenres, il y a 20 ans, l'idée d'un mouvement transgenre aurait semblé, d'ailleurs n'aurait pas semblé, puisqu'on n'y aurait pas pensé jusqu'à un moment où des gens sont arrivés en disant nous sommes transgenres, nous affirmons nos droits, nous voulons ceci, nous demandons cela. Donc des mouvements peuvent apparaître où des gens se constituent comme un collectif, et alors aussitôt vous voyez que vous trouvez ça dans l'histoire de la littérature, dans l'histoire du théâtre, qu'il y a les historiens montrent que on trouve toujours des formes pionnières. Ça a toujours, quand quelque chose semble très nouveau, on s'aperçoit toujours que ça a existé auparavant sous d'autres formes, qu'on peut toujours trouver des antécédents. Donc il y a des women's studies, des gay and lesbian studies, des transgender studies, des studies de tout ce que vous voulez, qui vont justement donner un contenu, une profondeur historique, intellectuelle, politique au mouvement qui se constitue. Alors je voulais revenir sur une idée que vous avancez dans votre livre, que je trouve très belle et assez fascinante et même mystérieuse, celle que ce qui lie les hommes dans une continuité sociale, pour vous citer, fonctionne différemment dans le monde homosexuel. Vous dites que eux créent un univers spécifique en rupture avec la réalité normative, un monde irréel. Alors je voudrais vous interroger sur cette idée de monde irréel. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Et je me souviens plus. Et justement, je me demande si c'est pas ça l'irréel, c'est faire passer des choses qui n'existaient pas du tout, d'un monde où on invente quelque chose et puis le faire passer sur la sphère publique, la sphère dominante. Mais en fait, c'est tout à fait, je ne l'écrirai sans doute plus de cette manière aujourd'hui, c'est irréel au sens où c'est en dehors des formes sociales normatives, et vous devez inventer quelque chose qui n'existe pas, et le porter à l'existence. Et donc c'est irréel en ce sens-là que ça n'a pas de légitimité, de soutien culturel dans le monde social dans lequel on vit. Et donc il faut l'affirmer dans sa puissance, bien que sa puissance ne soit pas soutenue à la réalité par toutes les formes institutionnelles. J'ai écrit ça, je pense que c'était par exemple bien avant, c'est dans Réflexion sur la question gay. Non, c'est Morale du minorité. Dans une morale du minorité. Vous parlez du langage aussi notamment. Oui, il faut inventer un... Nous avons, quand on est un jeune gay ou une jeune lesbienne, on apprend à parler avec les catégories et à penser avec les catégories de l'hétérosexualité. Et après, il faut réapprendre à parler voilà, il faut apprendre à parler deux fois. Et le monde irréel, c'est dans ce sens-là, ça serait que il y a... C'était avant, par exemple, le droit au mariage pour les couples de même sexe, qui a été, comme vous savez tous, une longue bataille avec des gens qui disaient ça n'est pas possible, ça n'est pas pensable, et ça serait la destruction de la civilisation. Des gens de droite, de gauche disaient des choses comme ça. Vous vous souvenez sans doute, pour ceux qui ont vécu cette période, que ça serait la destruction de la civilisation. Quand on vous dit que le couple que vous formez avec votre compagnon, s'il est reconnu institutionnellement, va produire la destruction de la civilisation, c'est pas des choses qui sont particulièrement enthousiasmantes pour des individus. Alors on se dit, bon, si c'est ça la civilisation, détruisons-la en effet. Mais de fait, c'est des affirmations qui sont irréelles parce qu'elles sont décrétées impossibles et impensables jusqu'au moment où elles se réalisent grâce justement à des associations, des militants, des intellectuels, des artistes qui se sont engagés et qui ont fait exister quelque chose d'absolument décrété, impossible et impensable, conduisant à la mort de la société, etc. Et
les psychanalystes ont beaucoup donné dans ce discours, pas seulement eux, mais les psychanalystes, le Parti socialiste, etc., étaient très férus de ce genre de discours. Et cette irréalité, cet irréalisme de la revendication homosexuelle devient une réalité qui, on l'a tous constaté, n'a pas détruit la civilisation. S'il y a des choses qui détruisent la civilisation, je peux donner une liste le fascisme, le trumpisme, etc., etc. La guerre, le macronisme, les massacres à Gaza, ça détruit plus la situation que la civilisation que le mariage entre personnes de même sexe. Et c'est pour ça que quand on regarde avec 10 ans, 15 ans de recul, ce qui était irréel, créer des mondes irréels où des possibilités de vie s'affirmaient difficilement contre l'insulte, la mobilisation politique, intellectuelle, de la droite, de la gauche, des psychanalystes, des anthropologues, etc. Ces mondes irréels se réalisent. Et donc, ici, la question de qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, ce qui semble impossible à un moment, devient une réalité. Cela dit, ce sont des choses qui ne sont, on le voit aux États-Unis, ce sont des choses qui ne sont, ou en Italie, ce sont des choses qui ne sont jamais acquises, puisque ça peut être remis en question par l'arrivée au pouvoir de politiciens qui... dont la première volonté, c'est, quand on pense, la troisième cause, la troisième raison pour laquelle les gens ont voté pour Trump, la première, c'est l'économie, l'inflation, la deuxième, l'immigration, la troisième, les transgenres. Les gens votent pour Trump parce qu'ils n'aiment pas les transgenres. C'est quand même des choses, on a quand même du mal à comprendre, mais pourtant, c'est sondage sorti des urnes aux États-Unis. Vous votez pour un port fasciste parce que vous n'aimez pas les transgenres, avec tout le fantasme que tout le monde va devenir transgenre. Enfin, comme il y avait auparavant le fantasme que tout le monde allait devenir gay ou lesbienne si on autorisait si on faisait entrer dans la loi le mariage entre personnes de même sexe. Ok. Oui, vous m'éclairez bien, parce que c'est vrai que moi je m'étais fait toute une interprétation sur ce mot irréel, et je m'étais dit, c'est peut-être aussi la façon dont on absorbe la fiction et l'iconographie. Quand tout le monde est bien en marin, là, je me disais, c'est un peu ça aussi. Ah oui, il y a plusieurs niveaux d'irréalité. L'utopie, par exemple, l'utopie c'est irréel, c'est ce qui est impossible, mais qu'on travaille à rendre réel et possible. Donc, je ne veux pas limiter la notion d'irréalité à ce que je viens de dire. Chacun peut donner un contenu, une signification à ce mot d'irréalité. L'irréel, c'est le futur. C'est au moment justement des mariages, débat sur le mariage de même sexe en Californie, le maire de San Francisco, Gavin Newsom, qui est maintenant gouverneur de Californie, avait dit c'est le futur, ce qui veut dire que c'est déjà le présent. Et donc, voilà, c'est une phrase magnifique parce que ça veut dire que ça n'existe pas. Mais on sait que ça va exister, et si on sait que ça va exister, c'est que d'une certaine manière, ça existe déjà, et on sait que c'est en train d'exister. Savoir que ça va exister, oui, parce que dans Great Freedom, et ça c'est quelque chose que je trouve très beau, c'est lui pour le coup, le personnage emprisonné parce qu'il est homosexuel à cause du paragraphe 175, jamais ne penserait qu'il pourrait être libéré, non pas parce qu'il a fini sa peine, mais parce que le paragraphe est aboli, cette loi est abolie. Donc j'aimerais qu'on parle un peu de ça, et une question que je me pose, ou que j'ai envie de vous poser, c'est comment des avancées sociales et politiques telles que celle-ci, c'est-à-dire l'abolition du paragraphe 175, deviennent-elles possibles? Et selon vous, quel rôle jouent des œuvres comme celle-ci qui rendent visibles ces violences dans la transformation des consciences et des changements historiques? Le
paragraphe 175, c'est un paragraphe de la loi allemande qui condamnait les homosexuels à des peines de prison. Et masculin, masculin, oui. Comment dire, dans le film Great Freedom, on voit c'est un homme qui a été condamné par les nazis et envoyé dans un camp de concentration au nom du paragraphe 175. Et quand l'armée américaine libère le camp, les Allemands envoient ce prisonnier du camp condamné pour homosexualité, l'envoient finir sa peine de prison en prison. Donc il passe du camp à la prison parce qu'il a été condamné et qu'il lui reste un certain nombre de mois pour terminer sa peine. On a quand même là encore une fois, c'est des choses tellement épouvantables que. Mais il faut dire que tout ceci nous semble très lointain. Mais des homosexuels ont été condamnés au nom du paragraphe 175 en Allemagne jusqu'en 1994. Ce pays qui aime nous donner à tous des belles leçons de démocratie, ce que c'est que la démocratie, c'est un pays qui condamnait les homosexuels jusqu'en 1994 à des peines de prison. Regardez sur Wikipédia, paragraphe 175, vous verrez les détails. Alors il y en avait moins en 1994 qu'il y en a eu dans les années 60 ou 70, mais le paragraphe 175 n'a été aboli totalement qu'en 94. Donc et là, alors un monde irréel, c'est sans doute pour ce personnage du film, c'est un monde sans paragraphe 175, ce monde irréel est devenu réel, puisque le paragraphe 175 a été aboli, et la Gay Pride de Berlin est une des plus grandes Gay Pride d'Europe, et comment dire, les choses ont changé. Et alors, avant de voir un extrait du film, qui est le dernier film qu'on va voir ce soir, j'aimerais vous entendre sur cette figure de l'homosexuel hors la loi qui hante l'œuvre de Jean Genet. Là, on est vraiment sur une variation de Jean Genet. Et comment vous percevez cette construction sociale du monstre, on y revient, cet être à la marge qui est associé au crime, à la destruction de l'ordre social. Et ce que révèle selon vous la manière dont Great Freedom filme la prison, non seulement comme lieu de répression, mais aussi comme un espace où fantasmes et désirs persistent malgré tout. Oui, moi j'ai écrit un livre Variation sur un thème de Jean Genet. C'est pas un livre sur Genet, mais un livre qui s'inspire d'analyses, parce que Jean Genet est non seulement un grand écrivain, mais un grand théoricien. Il y a beaucoup d'analyses dans ses livres. Je m'inspire de ces analyses. Ce qui m'intéresse, comme on le voit chez d'autres écrivains, par exemple Julien Green, dans son livre qui s'appelle Le Malfaiteur, où il y a le personnage gay est considéré comme un malfaiteur, arrêté d'ailleurs sur un lieu de drague par la police qui le suit. Le lien entre homosexualité et crime est un lien historique, puisque les gays, pas seulement en Allemagne, mais étaient arrêtés, pourchassés, condamnés, quand l'homosexualité n'était pas illégale, n'était pas un délit pénalement, il y avait toujours un moyen d'arrêter les gays sur les lieux de drague, pour outrage public à la pudeur, dans des descentes de police, dans les bars. Donc le lien entre... et puis il y a le côté... le secret, puisque les gens étaient voués à se cacher. Donc il y a le côté le secret, la vie souterraine, la double vie. Donc tout ça est associé à quelque chose qui est ressorti à une idée de crime, de criminalité. On trouve ça chez Oscar Wilde, le rapport entre l'homosexualité et le crime. Ça veut dire que des écrivains ont transfiguré des réalités de la vie quotidienne. Être un homosexuel, c'est être un paria de la société, considéré comme une sorte de délinquant, de criminel, qui relève de la police, des tribunaux ou de la psychiatrie. Des écrivains
comme Proust, comme Gide, comme Oscar Wilde, comme Jouandeau, comme Genet, bien sûr. On transfigurait ça en œuvre littéraire en magnifiant cette dimension de l'homosexualité comme l'homosexualité paria, antisociale, asociale. Alors c'est très beau. Moi, j'avoue que ça m'intéresse beaucoup historiquement, littérairement, des grandes œuvres. Quand vous lisez Les Faux Monnayeurs d'André Gide, si vous le replacez si vous vous dites qu'est-ce qu'il a fait, ça peut sembler un classique et tout ça. Vous vous dites, si vous le lisez en vous souvenant de retrouver la flamme, la passion, l'engagement qui le portait à écrire ce livre, vous voyez que c'est un livre incandescent. C'est comme les livres de Genet ou Le Malfaiteur de Julien Green. Enfin, j'aime moins le côté Julien Green, parce que c'est un côté catho souffreteux. Mais c'est un beau livre. Hein. Mais j'aime moins ce côté homosexuel paria, encore que je sache très bien qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que les revendications comme le droit au mariage consistent à s'intégrer à la société au lieu de rester subversif. J'aime pas beaucoup cette opposition parce que on a bien vu, par exemple, la revendication du droit au mariage, ça faisait descendre 500 000 personnes tous les week-ends dans les rues de Paris pendant un an. Et donc, c'était pas aussi conformiste que ça, parce que si vous dites je veux rester subversif, je veux pas m'intégrer, les conservateurs vous disent très bien. Donc, ce qu'il fallait subvertir, c'est justement la séparation entre ceux qui ont droit à avoir des droits et ceux à qui ces droits sont refusés. Donc subvertir, c'est pas une catégorie. La subversion, ça veut rien dire. On subvertit quelque chose à un moment donné, dans un contexte donné. Donc subvertir les normes du droit, et notamment du droit des couples, me semblait beaucoup plus subversif que l'incantation répétée comme ça, restons subversifs, ce qui ne veut pas dire grand-chose et ce qui ne subvertit plus rien. Et même, c'est ce que les conservateurs opposés au mariage pour tous disaient. Pourquoi les homosexuels ne restent-ils pas subversifs comme ils l'étaient? C'est-à-dire qu'ils aimaient les homosexuels dans la subversion, à condition qu'ils ne viennent pas subvertir les normes du couple, de la famille et du droit. Donc quand une subversion assignée, on vous assigne à telle ou telle subversion, c'est plus une subversion. Aufstehen und abzählen lassen.
Los, hoch mit dir, oder soll ich dich rauswerfen lassen? Jetzt mach schon, Kleiner, hoch mit dir. Anziehen. Das geht schneller. Warte. Rein da. Nicht sehr gemütlich hier. Für ein Date? Hm? On a un peu avancé sur le temps. Est-ce qu'il y a une ou deux questions dans la salle, peut-être, avant de conclure cette discussion? Si vous voulez poser une question à Didier Ribon, on a un micro qui peut passer. On a une... Bonjour, alors je suis un étudiant en fait en fac de langue interculturalité, mais j'étudie l'allemand aussi, d'où le pourquoi je... alors vous avez parlé de subversion juste avant, et je me demandais en fait, parce qu'en fait il se trouve que justement, par exemple dans le cadre de l'université, on nous a demandé de lire des mémoires, auquel cas on doit rendre une analyse critique, et ce que je pense qu'on est en train de construire ici plutôt qu'à l'université, sincèrement, enfin Et la question que j'aimerais vous poser dans ce cas-là, c'est, par exemple, dans le cadre du mémoire que je dois analyser, par exemple, d'une étudiante qui, elle a justement posé la question de, est-ce que la catégorisation, les catégories socialement construites, si on les enlevait, tendrait finalement à rendre la société égalitaire, ou alors est-ce que c'est beaucoup plus compliqué que ça? Voilà, c'est une question, parce qu'il me semble que dans votre... ouvrage Réflexion sur la question gay, dans la première partie, vous parliez au bout d'un moment de... vous compariez ça à une nouvelle forme d'idéalisme, mais j'avais pas tout compris. Ouais, souvent sur les catégories, on n'a pas le choix. Dans mon livre Retour à Reims, je raconte comment, quand j'ai découvert peu à peu que j'étais gay, je savais... avant de découvrir que j'étais gay, que être gay, c'était une identité insultée ou insultable, puisque j'entendais dans ma famille, par mon père, dans tout le milieu dans lequel je vivais, des insultes homophobes. Donc, il arrive un moment où on vient habiter une identité dont on sait qu'elle est une identité stigmatisée. Et
ça produit un choc, mais la catégorie, elle vous précède, elle est historiquement constituée, et vous venez l'habiter malgré vous. Alors soit en essayant de la nier, en disant je ne suis pas ça, puis en découvrant que malgré tout, même si vous ne voulez pas l'être, vous l'êtes. Et il est évident que vous n'échappez pas à la catégorie sociale, l'homosexualité. Et si vous voulez y échapper, vous allez vous promener dans la rue, vous donnez la main à votre compagnon ou à votre compagne et vous entendez l'insulte sale pédé, sale gouine. Donc la catégorie, elle est là. Donc la seule possibilité pour c'est d'affirmer la catégorie, de la reprendre et de la porter dans l'espace politique. Et parce que sinon, si vous dites qu'il n'y a pas de catégorie, vous laissez le monde social exister tel qu'il est, c'est-à-dire avec toutes ces formes d'infériorisation, de domination, de discrimination. Donc les catégories, elles existent, elles sont nécessaires. Quand vous lisez des auteurs noirs, vous voyez bien qu'il y a une catégorisation et qu'à partir de cette catégorisation qui vient du racisme, il y a la nécessité de se constituer collectivement pour réagir. Alors on peut toujours rêver d'un monde irréel où il n'y aurait pas de catégorie, mais toute la politique, c'est constituer des catégories. Comme je le disais tout à l'heure, la politique, c'est pas seulement les partis politiques, c'est la politique des associations, des groupes, des collectifs, justement, qui se constituent sur des catégories. Puisqu'on est dans un cinéma et que dans un festival de cinéma, certains d'entre vous ont peut-être vu le film de Jean-Gabriel Perriot qui a été adapté. C'est un film documentaire qui a eu d'ailleurs le César du meilleur documentaire il y a 2 ans, je crois, qui est adapté de mon livre Retour à Reims. Le film s'appelle Retour à Reims. Et c'est sur la classe ouvrière comme une identité perdue et que certains veulent réaffirmer. Et quand ce film est sorti, j'ai reçu beaucoup de messages. C'est pas moi qui ai fait le film, mais j'ai reçu beaucoup de messages en me disant, on voit bien comment une identité peut se reconstituer pour lutter. Parce que si vous dites qu'il n'y a pas d'identité ouvrière, il n'y a pas de catégorie ouvrière, il n'y a pas, vous laissez l'exploitation, la violence sociale, économique s'exercer sur les gens. Donc la politique, c'est forcément une catégorie comme je citais l'exemple des bâtards en prenant l'exemple de Violette Leduc, mais si on revient au point de départ qui est celui de la phrase de Beauvoir sur les femmes ne disent pas nous, la politique c'est pouvoir dire nous les femmes, nous les ouvriers, nous les noirs, nous les transgenres, nous etc. Et donc il y a je ne crois pas qu'on puisse échapper aux catégories. Alors, une des choses importantes, c'est de ne pas s'enfermer dans des catégories, bien sûr, parce que je peux dire, je suis gay, je vais dire, nous les gays, nous les homosexuels, je vais à la Gay Pride, etc. Mais je vais aussi aux manifestations contre la réforme des retraites, je vais aux manifestations antiracistes, je vais aux manifestations contre les massacres à Gaza. Je ne m'enferme pas dans une catégorie. Mais les catégories, on peut avoir en soi plusieurs catégories. Vous pouvez participer au mouvement féministe et puis, si vous êtes une femme noire, au mouvement noir. On peut participer au mouvement antiraciste sans être noir, bien sûr. Il n'est pas nécessaire d'être victime de racisme pour participer au mouvement antiraciste. Mais vous voyez ce que je veux dire, on appartient à des catégories et on les met en œuvre dans l'espace politique parce que ça impose à nous. Quand vous recevez une insulte, c'est le début de réflexion sur la question gay. Le point de départ, c'est au commencement, il y a l'insulte. C'est que l'insulte vient vous frapper
et vous découvrez que vous appartenez à un collectif, à une catégorie. Collectif objet, catégorie objet, insulté. Et vous recomposez votre identité à partir de cette catégorie objet en catégorie sujet qui se revendique elle-même et qui se libère d'ailleurs de la catégorie objet. Je pense moins tous les jours que je suis gay, si je peux dire, que si j'étais caché, je devais cacher ce que je suis, parce que je devrais faire attention à chaque geste, parce que là, voilà, c'est comme ça, ça fait partie de mon identité, mais j'ai d'autres identités. Voilà, c'est... Donc pour répondre à votre question sur la catégorie, non, je ne crois pas qu'on puisse échapper aux catégories. Et je ne vois pas ce que serait un monde sans catégorie, parce qu'un monde sans catégorie, ça n'existe pas. Et donc c'est un peu un rêve idéaliste. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais... Ah oui, oui. Une toute dernière question, avant de libérer la salle. Bonsoir. Alors, j'ai lu que Retour à Reims, mais du coup, je me demandais... C'est déjà pas mal. Hein. Oui, c'était un très bon livre. Je pense qu'on a beaucoup connecté, en tout cas moi j'ai beaucoup connecté avec ce livre, comme beaucoup de personnes ici, je pense. Ce que je voulais vous demander, en fait, c'est comme par exemple, en fait, vous êtes peut-être déconnecté de votre identité au monde ouvrier quand vous avez eu votre ascension à Paris. Est-ce que le mariage aussi homosexuel vous a un peu aussi déconnecté à l'identité gay dans cette idée de comment on dit, de déviance ou de... C'était quoi le terme qu'on utilisait ? Subversion, voilà. Non, parce que je ne suis pas marié. Oui. Et donc, je ne suis pacsé, mais pas marié. Mais de fait, j'étais un enfant... un fils d'ouvrier, je viens d'une famille ouvrière, très pauvre, et de fait, je n'appartiens plus, et depuis longtemps, au monde. C'est l'objet de Retour à Reims. Qu'est-ce que c'est que changer de classe ? Qu'est-ce que c'est qu'être un transfuge de classe ? Et essayer de restituer à sa classe d'origine la dimension reniée, refoulée, la retrouver et essayer de lui redonner une visibilité dans l'espace public qu'elle a, cette classe ouvrière, largement perdue. Donc je n'appartiens plus à la catégorie les ouvriers, mais je peux dire que j'appartiens à la catégorie la gauche, qui, pour moi, une des définitions de la gauche, c'est de se préoccuper des catégories qui sont infériorisées, notamment socialement, économiquement, donc de la classe ouvrière, ou pas au sens marxiste, parce que la classe ouvrière, c'est très difficile de la définir. On peut dire que les gens qui travaillent dans les entrepôts Amazon constituent une nouvelle classe ouvrière. Ce n'est pas les ouvriers d'usine, mais c'est une nouvelle classe ouvrière soumise à des conditions de travail extrêmement pénibles. Et donc, se situer du côté de ceux qui sont dominés socialement, économiquement, politiquement, culturellement, bien sûr, est quelque chose de très important pour moi, tout en sachant très bien que je ne suis pas un ouvrier, que je ne travaille pas dans un entrepôt Amazon, ni dans une usine. Maintenant, sur le fait que est-ce que je reste dans la subversion gay ? D'une certaine manière, oui, parce que ce que j'écris j'essaie du moins de conserver une certaine radicalité théorique dans ce que j'écris, dans chacun de mes livres. Retour à Reims, c'est un livre que je considère comme assez radical. Le livre qui est venu après, La société comme verdict,
est un livre assez radical. Et le tout dernier, Vie, vieillesse et mort d'une femme du peuple, je crois est un livre assez radical aussi sur la question de la société dans laquelle on vit, sur les conditions de la politique, sur les possibilités de la politique et sur le rôle des intellectuels dans la configuration, comme porte-parole des dominés qui n'ont pas accès à la parole, qui n'ont plus accès à la parole. Donc oui, alors je vais à la Gay Pride tous les ans, hein, quand je peux, quand je suis à Paris, je vais participer à la Gay Pride tous les ans. Est-ce que c'est la subversion? Je ne sais pas, mais j'essaie de rester connecté avec les mouvements sociaux, mais comme je vous disais tout à l'heure, je participe aussi aux manifestations contre les réformes macronistes de destruction sociale et de démantèlement des services publics. Merci beaucoup Didier Ribon. Merci beaucoup.